Bon, mais bonsoir, bonsoir à vous qui êtes pour de vrai, bonsoir à tous. Alors, on, euh, on fait mea culpa avec Bastien parce qu'apparemment on insiste beaucoup trop pour que les gens viennent. Alors, on a reçu des plaintes en disant bon, c'est pas facile de venir et on comprend très bien. On comprend très bien. C'est simplement ce qu'ils peuvent parce qu'ils habitent pas trop loin. C'est vrai que ça donne une dynamique différente, mais on comprend très bien. Et voilà, au contraire, c'est-à-dire tous les gens qui nous font l'amitié de nous suivre en différé par YouTube, la seule chose qu'on dit, c'est que vous pouvez, en envoyant des messages au collectif, au site du collectif, dire vos doutes, vos interventions, voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer aujourd'hui par simplement une nouvelle que peut-être vous connaissez déjà. C'est, vous savez qu'avec des jeunes proches du collectif malgré tout, il y a le jeune Teodoro Cohen, parmi d'autres, qui aident un groupe très grand de jeunes migrants non accompagnés dans une occupation qui dure de plus d'une année, qui s'est déménagée, et là maintenant ça fait 3 mois, comme ça, plus ou moins, qu'ils sont à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce qui se passe, c'est que les juges et même la préfecture, ils envoient de plus en plus de jeunes, je pense que pas très bon intentionnés, comme en attendant que ça explose, non? Et c'est très compliqué. Ils pensaient quand même qu'à l'arrivée du Ramadan, la mairie allait donner une solution parce que quand même le théâtre ne peut plus fonctionner, sont au bord d'une faillite, non? Alors ça crée des tensions énormes. 450 jeunes qui vivent là en permanence, ils dorment les uns sur les autres, c'est des conditions très très limites, avec parfois des conflits qui explosent. Bon. Et alors donc, pas seulement ils ne sont pas la mairie de Paris, qui c'est elle la responsable, non, n'a pas donné une solution, moi, partielle, non, sinon a laissé que commence le Ramadan. Alors là, c'est pire encore, parce qu'effectivement, il y a tous ces jeunes qui, en faisant le Ramadan, c'est le réveil à 4 h du matin, ils sortent pour fumer. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une recherche quand même de que la situation soit explosive, irritante, etc. Et ce qui s'est passé vendredi, c'est quand même absolument insolite, c'est que Elon Musk a posté un tweet en parlant de la Gaîté Lyrique, en disant que c'était incroyable, pas possible qu'il y ait ça en France, que comment les autorités françaises permettaient ça. Et les tweets étaient suivis de millions de gens qui ont répondu, qui l'ont lu, qui ont suivi, dans la même journée de vendredi. Hein. Alors, effectivement, ça pose un problème de sécurité, hein, parce qu'il y a eu des manifs, il y a eu dans un journal d'extrême droite français, un autre italien, dans d'autres allemands, c'est-à-dire qu'il y a eu des journaux d'extrême droite, des articles comme ça indignés, non? Et ça fait qu'il y a eu quelques skinheads, militants d'extrême droite allemands qui sont venus manifester devant. Il y a presque toutes les semaines des gens de Reconquête, non? Bon, alors eux ne sont pas menaçants, ils viennent là, ils râlent, je sais pas quoi. Dans une des manifs des jeunes, il y a eu, sont infiltrés des fachos. Donc la situation, elle est très, très, très dangereuse. Mais ce qui se passe, c'est qu'après cette tweet de Musk, c'est comme une provocation, quoi. C'est-à-dire, il y a maintenant beaucoup de fachos qui, quelque chose que là, peut-être, je n'étais même pas au courant. Alors, ça pose un problème de sécurité. Alors, effectivement, pour ceux qui sont parisiens et qui nous suivent à distance, etc., c'est vrai que passer, dire bonjour à la Gaîté Lyrique, un tout petit peu, question de donner un minimum d'appui. De toute façon, maintenant, je pense qu'ils les ont pensé pour tous les ramadans, qu'ils ne pourront pas les déménager, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est une situation très très gênante, et je pense quand même que ça parle beaucoup
ce n'est pas un accident que Elon Musk se mette à dire c'est pas correct ce qui se passe à Paris. Je pense que ça a à voir avec cette position impériale ouverte, hein, ce qu'on a vu tous, toutes, par rapport à vendredi dernier. Ciao. Ciao. Par rapport à vendredi dernier, quand Trump il a humilié Zelensky, par exemple, non? On commentait, nous, entre latinos, que avant, il faisait ça pire, il le tuait, non? Mais jamais ouvertement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, comme on disait, non, de la politique qui encore faisait un tout petit peu sas, non? C'est-à-dire que pas tout était visiblement possible. Il suffit de voir, par exemple, combien de décennies se sont passées depuis qu'ils ont fait le coup d'État au Chili pour disqualifier. Non, disqualifier les documents, quoi. Déclassifier, pardon, ouais, déclassifier les documents parce qu'il niait tout, il niait tout. Et c'est un changement. Nous pensons que quand nous voyons le comportement du président Milei, par exemple, la grossièreté, la perte de toute médiation, n'est-ce pas? Nous pensons que c'est un changement. C'est un changement. Et c'est vrai que, bon, c'est pas qu'on dit ça parce que ça touche les jeunes du collectif qui sont là avec les sans-papiers. C'est simplement, c'est incroyable que cette position impériale ouverte, sans aucun type de, au moins, tentative de médiation. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'époque du coup d'État au Chili, en Argentine, les dizaines de coups d'État en Bolivie, je sais pas quoi, les départements d'État faisaient tout pour que ça se sache. Pour que ça se sache pas, n'est-ce pas? Et donc, il y a un pas de plus. C'est pas de plus à voir avec ceux qu'on travaille ici, c'est-à-dire ces changements d'époque. C'est-à-dire ces changements d'époque dans lesquels ce qu'on appelait l'époque de l'homme, avec l'anthropocentrisme, qu'on travaille ici, effectivement, l'idée que l'anthropocentrisme, une fois encore, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que l'humain en tant qu'humain était au centre, mais l'anthropocentrisme est un dispositif, etc. Mais effectivement, il y avait comme une sorte d'exigence de médiation. Médiation par le mensonge. Alors il fallait montrer que c'était vrai, que c'était pas vrai. Mais dans la dissimulation du pouvoir, c'est pas juste l'hypocrisie. La dissimulation du pouvoir, ça veut dire que le pouvoir, effectivement, a des contre-pouvoirs, il ne peut pas tout dire, n'est-ce pas? En tant que là, c'est une sorte de truc ouvertement du plus fort. Je suis plus fort, alors je t'écrase, non? Et c'est vrai que, mis à part l'inquiétude qu'on a pour nos amis qui sont là à la Gaîté Lyrique, parce que concrètement, hein, on est inquiet de ce que ça va provoquer, c'est quand même incroyable que depuis la capitale de l'Empire se permettent comme ça de dire ça c'est possible et ça c'est pas possible, n'est-ce pas? Et savoir avec ça, savoir avec si la politique telle comme la modernité la conçoit et les récits, c'est pas la vérité des processus, mais bon, et les récits d'après lesquels les hommes en pleine liberté, comme causa sui, comme on parlait, etc., décident de leur avenir, pas décident de leur chemin à prendre, non? Il y a quelque chose comme ça de cette perte, non, de l'anthropocentrisme et la perte donc du récit dès que les hommes en tant qu'humanité sont causa sui, qui sont libres. C'est-à-dire, il apparaît clairement que c'est un rapport de force dans un fonctionnement ouvert et brutal. Non, c'est pour ça que je voulais commenter ça d'abord, parce qu'effectivement, on est inquiet. Et deuxièmement, c'est un symptôme non, de ces changements. Quoi. Il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui est irréversiblement fini. Et alors, je vais commencer par un biais, parce que c'est beaucoup qu'on voulait aborder aujourd'hui, parce qu'on veut aller vers, maintenant, pour dire comme ça, le cœur de notre conception de la situation. Mais je veux commencer par ce que disait Jérôme la dernière fois, au dernier moment de la dernière séance du séminaire. Jérôme évoquait, pour parler de ces changements d'époque,
il évoquait les travaux de Morisot par rapport à ce qu'il appelle la diplomatie. Bonjour. Excusez-moi, Non, je les en prie. cause du métro. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Et il évoquait ça, dans lequel, effectivement, Morisot, il fait comme nous, il va dire la fin de l'anthropocentrisme, la fin de l'humanisme, de la modernité, a comme parmi les éléments qui montrent ce changement, a l'effet de que, effectivement, les humains se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls vecteurs, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas les humains et la nature inerte ou mécanique, n'est-ce pas, sinon que tout à coup on se rend compte qu'il y a d'autres vecteurs. Alors, je disais que oui, que moi j'ai trouvé, j'ai lu presque tous les livres de Morisot, je trouve très intéressant et très bien écrit d'ailleurs, mais que c'est un autre niveau dans lequel nous parlons, dans lequel ça inclut effectivement les travaux très intéressants de Morisot, mais nous disons, nous avons parti l'avant-dernier séminaire, quand on a commencé ces blocs-ci, nous sommes partis de la fameuse phrase de Heidegger, qu'il disait dans ses reportages apparus post-mortem, qui dit maintenant seulement un Dieu pourra nous sauver. Non, et nous, on disait effectivement cette phrase de Heidegger, il faut la comprendre dans le sens justement de la conscience qui prend Heidegger, à un moment donné, au-delà de l'antipathie des personnages, de que la technologie, la haute technologie, n'était plus du tout des instruments au service des humains, mais que c'était un nouveau monde. Heidegger avait dit créer un monde. Et nous, on disait c'est une nouvelle maison, c'est-à-dire l'ensemble des vivants a déménagé, nous sommes dans une nouvelle maison, et cette nouvelle maison, on a du mal. C'est-à-dire, on a du mal. D'abord, elle est très peu amiable, cette nouvelle maison. Il y a plusieurs espèces qui n'ont pas résisté des déménagements, ne sont plus là. Et nous-mêmes, on se cogne contre les murs, on ne sait pas... Bon. Mais un des éléments de cette nouvelle maison, effectivement, de ces grands changements, c'est effectivement cette perte de l'illusion du récit qui disait nous les humains, nous sommes causa sui. C'est-à-dire on a remplacé les dieux et causa sui, ce sommes nous. C'est-à-dire nous sommes ceux qui agissons non surdéterminés. Et ils apparaissent tout à coup, dans tous les cas, dans la démultiplication des vecteurs des autres espèces, les climats, etc., l'atmosphère, et ils apparaissent un tas d'autres vecteurs dans cette situation, mais il n'y a pas que ça, c'est ce que je disais à Jérôme, et je voulais partir de là en disant, au fait, l'ensemble des vivants, et nous en particulier, on se trouve dans une nouvelle maison. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui se trouvent dans les nouvelles maisons, nous eux-mêmes, on était transformés. C'est-à-dire que c'est là où nous disons, il y a quelque chose de plus profond dans ces changements de monde. Dans ces changements de monde, l'humain en tant qu'humain ne reste pareil que l'humain dans la modernité. Mais non pas dans une subjectivité, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans ce nouveau mode d'individuation, il ne s'agit pas d'une subjectivité différente. Il ne s'agit pas d'une opinion ou une façon de voir le monde différente. Il s'agit effectivement d'un changement de point de vue, oui, mais des points de vue matériels. Non, c'est ça que nous voulons étudier, c'est-à-dire de dire, effectivement, dans quelle mesure et à quel point ce qui est changé regarde effectivement la matérialité même de notre être au monde, hein, et non pas la subjectivité. Hein. Alors c'était un tout petit peu la réponse, je voulais repartir de là. Par rapport à ce que nous avons vu quand on parlait il y a quelques séances de la relativité chez Galilée, hein, c'est-à-dire effectivement ces moments où va émerger les critères d'universel, hein, dans lesquels ce qui est vrai, constaté d'un point de vue scientifique, ce qui est mathématisable, est vrai dans toute situation, sous condition
que pour connaître, comme écrit Galilée, nous devons abandonner les sensibles. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quand même cette déterritorialisation de soi-même dans laquelle, pour connaître, je dois oublier mon corps. Eh bien, ce qui est de retour, c'est des corps et des corps modifiés. Les corps sont là. Alors, qui dit les corps sont là veut dire à la fois que, effectivement, comme le dit Spinoza, nous ne sommes pas un empire dans l'empire. C'est-à-dire que nous sommes soumis absolument aux mêmes lois, aux mêmes règles, aux mêmes modes de fonctionnement que l'ensemble de la matière. Alors, à partir de là, pour arriver, pour approcher la question de la situation, nous pouvons dire que si la complexité pour nous, ce n'est pas une théorie, ça on l'a répété, on l'a expliqué, c'est-à-dire pour nous la complexité, ce n'est pas une théorie, et c'est ce qu'on parlait avec Edgar Morin, que je ne sais pas si il est là, je ne sais pas, bon, je sais pas. Et non, c'est ce qu'on parlait avec Edgar Morin en disant la complexité est rencontre matérielle avec une autre maison, mais on se regarde au miroir de cette autre maison et nous-mêmes, on a changé. N'est-ce pas? S'il y a un changement de ce type-là, effectivement, ce qui disparaît, c'est l'idée même de qu'il y aurait un homme sujet causa sui. Non? Je voudrais un tout petit peu faire de surplace sur la question de causa sui parce que c'est quand même un des points de déconstruction de la modernité. Pas que dans les récits, mais dans la matérialité même. Non? Quand j'insiste tellement dans la matérialité même, c'est parce que quand nous voyons les mots et les choses, non? Et ça fait longtemps, mais bon, c'est quand même un bouquin central qui va marquer la fin d'une époque, la fin de l'époque de l'homme, comme la nomme Foucault. Bon, Foucault, dans les mots et les choses, ce qu'il va dire, son hypothèse est le changement est un changement d'épistème. Et nous disons, est aussi un changement d'épistème, mais c'est un changement dans la matérialité même. Alors, nous avons utilisé plusieurs fois les concepts d'autoproduction. On disait, à vrai dire, les situations, les mondes, procèdent d'un processus d'autoproduction. Par autoproduction, nous voulons dire qu'il n'y a pas effectivement un sujet qui s'extrait de la situation du dispositif qui est en train de se produire, mais que la production est un processus interne. C'est là où nous voulons, c'est ça l'objectif, expliquer en quoi une théorie de la situation nous permet de comprendre cette autoproduction dans laquelle le processus même d'individuation, comme disait Simondon, les processus même d'individuation précèdent à tout individué. Là, les individués correspondent bien à ce que dans la tradition structuraliste on appelait les actants. Vous voyez? C'est-à-dire que les actants, ce n'étaient pas des sujets, n'est-ce pas? Ce pas des sujets préalables, non, qui préexistent à la situation. Les actants, c'est l'individuation une fois déjà individuée. Alors bon, c'est un tout petit peu, c'est vers là qu'on voudrait aller. On a présenté cette autoproduction du monde sans un sujet causa sui, sans quelqu'un qui, Dieu, homme, ou que ce soit, qui précède ça. Alors, c'est vrai que Foucault, une fois encore, lui, vous connaissez tous cet article de Foucault, très drôle, qui s'appelle, très drôle, je vais vous dire pourquoi, non, il s'appelle « Qu'est-ce qu'est un auteur ?» C'est très drôle parce que c'est un débat dans lequel il y a, comment s'appelle l'académicien, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, je vais me rappeler, dans lequel il parle de qu'est-ce que c'est un auteur, non? Et alors Foucault explique que si un auteur existait, donc ça serait lui le sujet causa sui, n'est-ce pas, qui crée l'œuvre. Il dit, si un auteur existait, et alors il dit Foucault, mettons par exemple Victor Hugo. Alors, tout ce qui écrit Victor Hugo
serait une œuvre. Alors il dit par exemple les papiers des blanchisseries dans lesquels ça figure les trucs qui a donné à la blanchisserie, ça serait une œuvre, n'est-ce pas? Et alors, c'est là où il y a l'académicien, je ne me souviens pas comment il s'appelle, qu'effectivement il prend ça très mal, parce que dans la discussion, lui, il est un auteur. Non, il est substantiellement un auteur. Et alors, ça la merde que l'autre le dise, vous savez, comme ces dessins des chairs, non, dans lesquels il y a une main qui dessine une main en train de dessiner une main, n'est-ce pas? Comme une image de l'autoproduction. Varela, il utilise beaucoup ça pour parler de l'autopoïèse, l'autoproduction, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors, bien sûr, à l'académicien en question, c'est pour ça que c'est drôle, non? Parce qu'il réagit, non, en disant, non, mais moi, je suis un auteur. C'est pas Derrida? Non, c'est quelqu'un de, que je ne sais pas, très connu. Enfin, très connu, mais j'oublie. Non. Et alors, la question, c'est si nous voulons comprendre cette émergence, non, cette émergence d'un sujet individuel. Hein. Nous pouvons dire, nous avons fait il y a longtemps, mais bon, on va revenir un tout petit peu, on avait expliqué la différence entre compréhension et information, non, en expliquant les niveaux existants, non, pour la compréhension au niveau corporel et l'information comme un niveau absolument virtuel, codifié, etc. Alors on disait que la compréhension passe par au moins 3 étapes, 4 étapes, qui est la perception. La perception, c'est cette sorte de continuum de matière et énergie qui constitue nos corps, n'est-ce pas, hein? C'est-à-dire à un niveau moléculaire et chimique, il n'y a pas une distinction, n'est-ce pas, il y a une interaction permanente entre nos molécules et le reste des flux énergétiques, etc. Et on disait qu'en plus, comme on sait depuis maintenant 20-25 ans, n'est-ce pas, tout corps d'un mammifère, au moins supérieur, non, de chaque 10 cellules que nous avons, 9, ce sont des bactéries qui nous composent. Non. Certaines bactéries incorporées directement au corps, d'autres que vont et viennent. Non. Par exemple, les mitochondries, qui est l'organule qui produit l'énergie dans les cellules, est une bactérie qui a son propre ADN. Alors donc, chacun de nous est une sorte de soupe, non, de soupe d'énergie chimique, etc., plus une colonie de bactéries que chacune suit son chemin, n'est-ce pas? Chacun suit son chemin. Alors, à ce niveau-là, est-ce que moi je peux dire ces bactéries, ces atomes, c'est moi? Ben, à ce niveau-là, effectivement, je ne peux pas dire c'est moi, n'est-ce pas? De la même façon que quand Lacan, suivant la tradition structuraliste, une fois encore, il va écrire « là où je pense, je ne suis pas ». C'est-à-dire « là où je pense, je ne suis pas ». Ça veut dire effectivement que cette unité qui marque un soi et un non-soi, dans la chaîne de montage de la pensée, je ne suis pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, c'est la chaîne de montage. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé dans une chaîne de montage, donc j'ai appris ça. Mais bon, la meilleure, c'est Charlot, non, dans les temps modernes, non, la chaîne de montage. C'est-à-dire que on voit bien que dans une chaîne de montage, ce sont des parties de l'humain qui sont engagées, non, avec la chaîne de montage pour produire la bagnole ou quoi que ce soit. Mais la bagnole n'est pas le produit de l'ouvrier qui est à la chaîne. Et l'ouvrier qui est à la chaîne, là où il y a la chaîne de montage, lui, il n'est pas. Vous comprenez? Bon, dans la pensée, nous pouvons faire cette parallèle-là, cette analogie-là, n'est-ce pas? En disant, là où je pense, là où ma puissance, mon énergie, non, est capturée pour la production de quelque chose, de la pensée, je ne suis pas. N'est-ce pas? Et alors, ça veut dire, mais je ne suis pas dans la pensée, je ne suis pas dans les éléments matériels qui constituent mon corps. Et alors, effectivement, la question c'est que ces je
c'est soi, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Pour ne pas trop... Le soi est plus vague, non? En biologie, on peut dire soi et non soi, disons, non? Comme on dit en soi immunologique, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y ait un soi immunologique? C'est un sujet qui est très très intéressant, non? C'est-à-dire pas simplement d'un point de vue médical, mais d'un point de vue philosophique, non? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a un soi immunologique? C'est-à-dire, vous savez, la vieille théorie de l'immunologie, après laquelle les éléments pathogènes qui n'avaient pas la carte du club, on les virait, c'est absolument pas du tout comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le soi immunologique, comme toute émergence d'un soi, est une pure dynamique non substantielle. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'émerge une dynamique à certains niveaux, n'est-ce pas? Où cette dynamique est purement ça, c'est-à-dire une dynamique. De la même façon qu'un ensemble, ce n'est pas un ensemble, non? L'ensemble des pierres, c'est pas une pierre, n'est-ce pas? Et un ensemble, ce n'est pas un ensemble. Un ensemble, c'est une dynamique d'incorporation d'éléments, n'est-ce pas? Bon, alors, il y a Nishida, que toi tu dois connaître maintenant bien, le philosophe japonais Nishida, non? Oui, Oui. un petit peu. Je connais. Nishida, il appelle ça les basho. Les basho. Alors, les basho, c'est une unité dynamique, une pure dynamique qui se définit. Nous pouvons identifier ce qu'il y a dedans, mais à la fois les basho, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais à la fois il n'y a aucun élément substantiel qui soit le périmètre du basho, non, de la situation, non, mais c'est cette pure dynamique. Mais alors, le basho n'est pas un basho, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une pure dynamique. Bon, nous, pour avancer des côtés de la situation, effectivement, nous, on dirait que si le premier niveau qu'on a nommé, non, le niveau de la perception, est ce niveau dans lequel existent nos molécules, nos échanges énergétiques, n'est-ce pas, de façon différenciée. C'est un deuxième niveau déjà biologique dans lequel il y a ces colonies de bactéries en rapport avec notre organisme. Ça, c'est le niveau qu'on peut dire de la perception. On va voir que si on suit ce qu'écrit Ernest Mach, non, le physicien, il va dire les mondes, ce sont un ensemble de sensations. Je vais vous lire la situation après pour essayer de l'expliquer. On verra qu'à partir de là, on pourra comprendre un peu plus, j'espère, ce que je suis en train de dire. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de la perception. C'est un pur agir permanent. N'est-ce pas? C'est un pur agir dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ces soubassements très 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 larges, nous pouvons dire qu'il y a une sorte de sous-ensemble qui est le sous-ensemble de la aperception. Dans la aperception, qu'est-ce qui va apparaître? Dans la perception, va apparaître un corps. C'est-à-dire que dans la perception, il va apparaître en soi et en non-soi. C'est-à-dire que dans la perception, oui, il y aura quelque chose qui est un fonctionnement antérieur, autopoïétique, homéostatique, qui se maintient loin de l'équilibre thermodynamique, n'est-ce pas, comme structure dissipative, etc. Bon. Alors, les niveaux aperceptifs, c'est les niveaux dans lesquels émerge en soi. Émerge en soi. Le troisième niveau, c'est un niveau, mais très de base, de ce qu'on appelle la conscience comme phénomène, comme phénomène d'apparition des images ou quelque chose équivalent à des images qui sont produites par le fonctionnement du niveau aperceptif. Vous comprenez? C'est-à-dire, alors, les animaux, on ne sait pas jusqu'où, n'est-ce pas, il y a des animaux qu'on n'a aucune idée, comment ils peuvent former des images ou pas, n'est-ce pas? Mais on peut, par rapport à ton chien, à ton chat, tu sais très bien que tu dis les mots manger, et donc il s'est fait une image, n'est-ce pas? On peut penser que les cartographies de la fourmilière, en pensant que la bête c'est la fourmilière et non pas la fourmi individuelle, n'est-ce pas? Et on peut penser qu'il y a une certaine cartographie avec quelque chose que d'une façon très rudimentaire, on peut appeler une image, n'est-ce pas? Alors, il y a un troisième niveau que c'est le niveau des images. Bon.
Et il y a un quatrième niveau, que c'est de façon très archaïque chez certains animaux, mais c'est surtout la caractéristique humaine, qui est la conscience réflexive, qui est le niveau qui s'articule avec la langue, hein, avec la langue, et dans laquelle je me pense en train de penser. Hein, je me pense en train de penser. Il y a Leibniz qui donne, enfin on l'a répété, on l'a déjà évoqué, mais qui donne un exemple très clair avec la perception du bruit d'une vague. Leibniz dit qu'on est on perçoit de manière infinitésimale les milliards de gouttes d'eau qui composent la vague, ça c'est la perception, mais que c'est uniquement au niveau de la perception qu'on va construire une image sonore du bruit de la vague, pour bien distinguer les deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a dans ce contact-là permanent, donc une continuité permanente avec les milliards de gouttelettes d'eau qui vont affecter le nerf auditif, mais c'est seulement au niveau de la perception qu'on construit une image, en l'occurrence là, puisqu'on parle du bruit, une image qui est sonore. Oui, une image sonore. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi, il y a le soi émergent perceptif est constitué des possibles, des puissances possibles. Par exemple, avec ce qu'on appelle les bruits, les sons ultrasons, nous on ne peut rien faire. On est traversé, mais nous on ne peut rien faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne perçoit pas. Voilà, c'est un niveau perceptif, ce qu'on appelle, bon, finalement l'ultrason c'est ça, c'est une fréquence, hein, c'est-à-dire il y a une certaine fréquence sonore que nous ne pouvons pas, à vrai dire que dans le niveau perceptif soit une fréquence sonore, vous comprenez, c'est-à-dire que nous ne savons pas qu'est-ce que encore peut, comme dirait l'autre, non, on ne sait pas qu'est-ce qui peut construire avec un stimuli encore, vous comprenez, c'est-à-dire que si nous allons un peu plus loin, parce que l'exemple c'est de dire, bon, il y a des fréquences sonores à niveau perceptif, avec ces fréquences sonores, le corps du chien peut en faire quelque chose, notre corps ne peut rien faire. Et pourtant, on est traversé par ça. Ok. Mais si on va un peu plus loin, à vrai dire, nous ne pouvons même pas dire que on peut percevoir telle couleur ou telle fréquence sonore. On peut dire qu'il y a une perturbation, vous comprenez, ce qui vient de la perception perturbe ce qu'on pourrait appeler une membrane, n'est-ce pas, une membrane, non, perturbe une membrane, et par perturbation, l'organisme va produire quelque chose à partir de cette perturbation. Inacté. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle enacté, c'est ce que Francisco Varela appelle enacté. C'est drôle parce qu'il y a peu de temps, j'ai travaillé un peu, je vais l'inviter un jour pour qu'il vienne nous raconter ça, avec un professeur de Curie, un oncologue, non? Et vous savez que pendant très longtemps, le dogma général du cancer, c'était que les cancers, c'était des mutations génétiques, des micro-mutations génétiques, je ne sais pas quoi. Et depuis quelque temps, vous savez, en science, c'est un tout petit peu comme en religion. On fait jamais le compte de ce qu'on a dit, on s'est bourré. Là. Alors depuis quelque temps, non. Non. C'est-à-dire, il apparaît l'épigénétique, voilà. Et alors donc, au fait, dans les génétiques, qui est absolument sœur jumelle du monde informatique, tout est information. Et alors on dit, dans les gènes, il y a l'information. Et les gènes développent de façon inévitable ça. Alors, ce qu'on parlait avec Pierre, c'était, au fait, nous pouvons aujourd'hui juste identifier les gènes, c'est beaucoup, hein, mais quand même, par rapport à l'idéal du génétique, on peut identifier les gènes avec l'interrupteur de lumière, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pendant quelque temps, on a pensé que le phénomène de la lumière était inclus dans l'interrupteur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit sans interrupteur, il n'y aura pas de lumière, mais la lumière, c'est tout un ensemble qui permet qu'un gène puisse s'exprimer ou ne puisse pas s'exprimer. Vous comprenez? Et alors, à partir de là, ce qui nous intéresse là, c'est l'organisme, une fois qu'il va émerger un niveau organique, non? Il n'y a pas de l'information qui vient, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire, c'est quel est le rapport du vivant, non, avec l'environnement. Hein, c'est ça que je suis en train de dire. Hein, c'est-à-dire, quel est le rapport, pour comprendre un tout petit peu les niveaux d'individuation, non? Quel est le rapport du vivant avec l'environnement? Alors,
pendant très longtemps, et encore il y a beaucoup de gens qui maintiennent ça, il y avait l'idée de toute information. C'est une majorité qui continue à penser ça. Alors l'information, c'est, il arrive l'information. Or, depuis quelque temps, ça, on a mis la pédale douce dans le milieu de la recherche, et on parle des perturbations. Alors la perturbation, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça, ça veut dire que entre deux milieux, les deux milieux se perturbent. Vous comprenez? Et la perturbation provoque un fonctionnement propre. Alors, l'exemple, je l'ai donné plusieurs fois. En fait, on a abordé ça. C'est que je veux arriver à la situation par ces biais-là. Alors, voilà. Et on avait donné un exemple très beau qui vient du taoïsme, non? Qui dit quand tu cognes avec un bâton sur le plancher de ta barque, les poissons vont vers le bas et les oiseaux vont vers le haut. Non? Et c'est ça l'image. C'est l'image des fonctionnements autoréférentiels de l'organisme. C'est-à-dire que chaque organisme, avec les mêmes perturbations, fera ce qu'il doit faire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transmission d'informations. C'est-à-dire que entre l'émergence du vivant, le niveau du vivant, et les milieux, il y a une discontinuité des fonctionnements, même s'il y a une continuité des substances. Vous comprenez? La substance, elle est la même, hein, mais il y a une discontinuité des fonctionnements. Alors, alors là, je prends les parachutes et je redescends. Alors, on dit, Galilée, la science galiléenne, l'impératif de la science galiléenne, c'était, pour connaître, il faut s'éloigner du sensible. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour connaître, il faut déterritorialiser notre tête, hein, c'est le système cartésien, hein, c'est-à-dire la glande de Pineal au milieu, et la tête, la raison, n'est-ce pas? Bon. Alors, pour connaître, il faut s'éloigner du sensible. Cette consigne, qui est née en Occident à un certain moment, et pas au nom de n'importe quoi, mais en développement mercantile, des connaissances, etc., cette connaissance est par excellence, on ne pourrait pas trouver mieux, je crois, le mot d'ordre colonial. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça déterritorialise les corps par rapport à leur environnement, par rapport à eux-mêmes, et la connaissance, les savoirs, doit être un savoir seulement rationnel et sans corps. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous nous rendons compte que l'information, contrairement à cette connaissance, la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est tout ce processus d'élaboration d'un organisme à partir de ces stimuli asémantiques en rapport avec le milieu. N'est-ce pas? Alors, pour connaître un corps, doit expérimenter des choses. Et nous pouvons dire de ce sens-là que, à vrai dire, nous connaissons beaucoup plus de choses de ce dont nous pouvons être conscients. Voyez? Parce que par rapport au niveau aperceptif, c'est-à-dire par rapport au niveau purement corporel, la conscience est un sous-ensemble. Voyez? Si la perception est un sous-ensemble de la perception, la conscience est encore un sous-ensemble de ça. Et la conscience réflexive est encore un sous-ensemble de la conscience. Alors, ce que Galilée va ouvrir la porte, là, plein de bonne foi, bien entendu, non? Va ouvrir la porte à un savoir qui directement va vers la conscience. Vous comprenez? Vers la conscience langagère, vers la conscience réflexive. C'est-à-dire que je connais en oubliant mon corps. Je connais en oubliant les corps. C'est pourquoi que nous disons, bon, effectivement, c'est-à-dire, au-delà de toute intentionnalité chez Galilée, les bourgs n'est la faute de rien, non? C'est quand même une consigne qui va devenir une idéologie, n'est-ce pas, et une pratique coloniale, dans le sens de dire, c'est que ton corps, ce que tu perçois, ce que tu ressens, te trompe. Hein, te trompe. C'est-à-dire, parce que l'homme libre, l'homme cause sa suit,
est quelqu'un qui, justement, en dominant, en maîtrisant son corps, ses pulsions, ses désirs, etc., ça ne se guide que par une raison universelle et extraterritoriale, extra-situation. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, c'est un des mots d'ordre, on peut dire, de la colonisation. Bon. Alors, nous sommes en train de vivre ces changements-là. On est en train de vivre un changement dans lequel le monde galiléen, cartésien, le monde d'une rationalité fermée, définitive, rencontre comme un choc la complexité. Cette complexité va réintroduire les corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette complexité réintroduit les corps, c'est-à-dire les corps parmi les corps. Hein? Alors, cette nouvelle maison est la nouvelle maison dans laquelle le paradigme de la conscience rationnelle, transparente, etc., ne fonctionne plus. C'est le paradigme, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de ça, mais c'est quand même les paradigmes de l'ingénieur, problème-solution, dans lesquels, à un espace vectoriel, on va écraser tous les vecteurs pour arriver des points A au point B, etc., etc. Ça, on a beaucoup parlé de ça. Bien, ces modèles-là ne fonctionnent plus. Et on se trouve avec le monde de la complexité. Dans ce monde de la complexité, je disais, les changements sont des changements de la réalité même, des modes de production de la réalité. Alors on voulait prendre un exemple avant de dire la première définition boum, de la situation. Non, un exemple de changement que nous touche tous et toutes, c'est ce qu'on appelle la post-vérité. N'est-ce pas? Alors, par exemple, dans les paradigmes modernes, on peut dire, si tout à coup je vois une photo dans le journal dans laquelle Popol embrasse Marinette, non? Et je dis cette photo était bidouillée, n'est-ce pas? Ah, on a bidouillé la photo. Marinette et Popol n'ont jamais été dans cette boîte de nuit. Alors, ça, c'est pas vrai. Dans notre nouvelle réalité, hein, comme dirait Heidegger, a créé un monde, un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, comment se passe par rapport aux critères de vérité, non? Comment se passent les choses par rapport aux critères de vérité? C'est important, les critères de vérité que tu as, parce que c'est ce qui fait que pas tout soit possible, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pas tout est possible. C'est-à-dire, alors il y a des dimensions, il y a des limites, etc. Alors comment se passe dans notre nouveau monde? À vrai dire, quand nous voyons une photo produite par la IA des Popol qui embrassent Marinette dans une boîte, cette photo produite par IA, ce n'est pas une photo bidouillée. C'est un autre niveau de la réalité, une nouvelle dimension de la réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvons plus dire « mais merde, ils sont bidouillés une photo ». Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde de la haute technologie est un monde dans lequel ce qui faisait effet de vérité pour la modernité, c'est-à-dire ça c'est vrai, ça c'est bidouillé, mais ça ne fonctionne plus. Vous comprenez? Parce qu'effectivement, il y a un type d'unification, un mode d'individuation qui ne correspond plus au mode d'individuation de la modernité. Vous comprenez? Quand tout à coup vous entendez, je ne sais pas, l'autre jour j'ai entendu à la radio une chanson chantée par, vous savez, le chanteur de tango Carlos Gardel, l'Argentin, mais qu'il n'avait jamais chanté. Elle dit, c'est faux. Non, c'est pas faux. Vous comprenez? C'est tout à fait vrai. On avait une réunion avec un groupe d'angéliques, le groupe là des enseignants par rapport aux écrans et la IA, non? Hier soir. Alors à un moment donné, Angélique explique que les devoirs faits à la fac par ses élèves, ils sont faits tous par ChatGPT. Parce que le ChatGPT est devenu une sorte de truc tout à fait courant, non? Que c'est devenu comme dire, tu dois monter 15 étages, il y a un ascenseur. Alors pourquoi je monterai les 15 étages? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose, ça va de soi. Et alors ce qu'a raconté Angélique, c'était très drôle, c'est que
les devoirs faits par ChatGPT, tu pouvais les mettre dans ChatGPT pour que ChatGPT te dise s'ils sont bien faits ou mal faits. Et alors, c'est fantastique, vous comprenez, parce que ça va de ChatGPT à ChatGPT. Vous voyez? Alors, à ce niveau-là, vous comprenez, et ça, ce n'est que les béaba des béaba, non? Ce que je veux dire, c'est que dans cette nouvelle maison, non? Ce qu'étaient les critères de vérité dans la modernité n'est plus un critère de vérité. Je ne peux pas dire, au nom de quoi je dirais, le devoir fait par ChatGPT n'est pas vrai. Alors on dit, vous savez, ça fait partie de toutes les modifications qu'Angélique n'est jamais venue nous raconter sur l'école des compétences, n'est-ce pas? Mais effectivement, ça fait, par exemple, par rapport à ces modifications, quand je dis, nous sommes dans une nouvelle maison, et on se regarde à la glace et on dit, ah ben merde, mais moi aussi j'ai changé. C'est quoi les changements? Par exemple, c'est quoi les projets de l'éducation des compétences? Les projets ontologiques de la... Ça, on a parlé souvent, mais bon, je dis 2 mots pour arriver au point. Et les projets, c'est que les savoirs des disciplines, c'est-à-dire c'est lui qui sculpte notre cerveau, notre corps par la connaissance. La connaissance est une sculpture du corps. Non? On parlait aujourd'hui, effectivement, le cas de cette femme que tu disais, qui avait perdu la mémoire, et tout à coup, elle a senti une odeur, c'était une agression, non? Suite à une agression, elle avait perdu la mémoire dans le choc, elle sent une odeur quelques années plus tard, et paf, la mémoire lui revient. La mémoire ne lui revient pas comme dans un disque dur qui était un peu bloqué. C'est-à-dire, la sculpture du corps, de son cerveau, de ses synapses, n'est-ce pas? Parce que le cerveau n'existait pas tout seul, n'est-ce pas? Eh bien, tout à coup, cette sculpture du corps, paf, s'agençant avec cette odeur, réactualise la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ces corps qui se réactualisent. Eh bien, effectivement, quand nous disons, bon, il y a, ChatGPT a produit ça, n'est-ce pas? Alors on dit, mais cette mémoire de ChatGPT, cet appareil-là, n'est-ce pas? Eh bien, ne connaît rien de tout ça. Vous comprenez? Il y a quelque chose... J'ai perdu l'exemple que j'étais en train de donner. Si, l'image. L'image de l'image. Oui, non, mais c'était pas ça. Non, je voulais donner un exemple, mais je l'ai perdu. Et, bon, non, c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a quelque chose là, de cette sculpture de l'élève, non, quand je parlais de l'éducation des compétences, non, la pédagogie des compétences. Ce que je voulais dire, c'est que cette sculpture du cerveau, cette sculpture du corps, qui était l'éducation par transmission, eh bien, ça n'intéresse plus personne, vous comprenez? C'est ça le projet qu'il y a derrière. Les projets qu'il y a derrière, ben derrière pas d'un point de vue complotiste, c'est juste ce qui s'égoupille, non? C'est que ce dont nous avons besoin, c'est des bons hommes et bonnes femmes capables de faire les nexes, les liens entre deux sources de savoir. Vous comprenez? Et dans cette éducation des compétences pour les nouveaux mondes, ces hommes nouveaux, je m'excuse auprès du Tché, mais l'homme nouveau actuel, n'est-ce pas? Cet homme nouveau est simplement quelqu'un qui... Ça semble paradoxal, mais il ne faut pas que dans l'école, il soit sculpté par ses affinités collectives. Il ne faut pas qu'il apprenne des choses, parce que ce qu'il apprend bloque la fluidité de sa nouvelle fonction, qui est de mettre en rapport des big data entre elles. Vous comprenez? C'est-à-dire, pourquoi tu vas monter les 15 étages de l'escalier si tu as un ascenseur? Alors, pour ta santé. Hein? Et oui, mais pour la santé, il y a aussi des modèles modulaires de traitement de ta santé, tu vois, qui sont désintégratifs. Tout, même le rapport, tu vois, ça c'est par rapport à l'exemple des 15 étages, mais... Non, c'est que le paradoxe dans lequel on est, au moins dans cette phase peut-être de transition, au moins ce que je vois dans les classes sportives sur les machines que je regarde mais que je n'utilise pas, quand j'ai vu arriver celui des escaliers, j'ai dit, oh là là, c'est quand même dingue de payer pour faire les escaliers qu'on évite
avec l'ascenseur dans notre immeuble. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire... Et non. donc ce paradoxe est un paradoxe comme celui que tu viens de faire de la ChatGPT, qu'effectivement il y a déjà cette chose, comme je disais il y a quelques fois, que mes patients me demandent « Ah, j'ai utilisé ChatGPT comme thérapeute ». Et c'est bizarre, il ne fait pas comme vous. Non, là, je dois leur enseigner quelque chose que je n'utilise pas, donc, mais dont j'ai une certaine possibilité d'anticiper la logique. Et probablement ChatGPT vous présente un thérapeute modèle. Non, ils apprennent à faire ça, mais il me semble que ce que tu es en train de suggérer et que finalement, même si nous on n'utilise pas ChatGPT, on n'est pas dedans à utiliser la machine à escalier, arrive un résultat pour lequel tu te rends compte, pour reprendre Trump, que même la vérité que tu vis corporellement, un effet corps, au moins dans mon paradigme biopsychosocial, n'est pas que le bio. Sculpter une connaissance, ça signifie avoir des relations. Mais si tu as des relations sociales pour lesquelles même cette scène de Trump entre dans un niveau de réalité qui est changé, tous les paramètres, même si tu n'es pas vraiment dedans cette phase de transition, tu es dedans également parce que la communication change. Non. Et Trump devient irréel, comme quelque chose qu'on peut dire, bah oui, elle est en train de faire sa scène. Non, voilà, moi, bon, les trucs des cancétages, effectivement, on peut l'appliquer au corps, mais c'était juste pour faire une comparaison. C'est-à-dire, mais dans tous les cas, tu as raison, c'est-à-dire, il y a une désarticulation du corps aussi, une façon modulaire du corps. Mais pour ne pas mélanger les deux exemples, non, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, si tu veux, il y a dans cette production de l'homme nouveau la nécessité que l'espace que doit occuper l'humain. Tu vois, parce que là, ce que j'ai dans la tête quand je suis en train de parler de ça, c'est parce que je vous ai raconté plusieurs fois que la centrale des travailleurs de gauche de l'Argentine nous a demandé à Ariel Pénici et à moi de travailler avec eux pour comprendre la question de la substitution des postes de travail. Et quand j'étais au Vatican, quelqu'un de l'OIT m'a contacté pour me demander, pareil, de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Et qu'est-ce qui les inquiète? Ce qui les inquiète, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui puisse faire une sculpture du vivant, une sculpture de l'être humain, non, avec un savoir-faire, difficulte la circulation et la fluidité. Vous comprenez? De la même façon que l'élève, ce qu'il doit apprendre, c'est savoir où il doit demander les informations. Parce que, mettons que l'élève est dans une classe de, je sais pas, sciences de la vie, non? Alors, ce qu'il doit savoir dans le truc de sciences de la vie, c'est où chercher les informations. Mais si tout à coup, pour le dire comme ça, non? Si tout à coup, par affinité élective, tout à coup, oh merde, cette histoire en botanique, ça m'accroche la botanique, bah ça difficulte la circulation parce qu'il doit être capable de que quand il passe à la classe de comptabilité, il ne soit pas emmerdé, vous comprenez, par une affinité élective par la botanique qui l'empêche d'être tout à fait une sorte de qu'on s'appelle ultra-transmisseur, comme ça s'appelle les transmisseurs très rapides, les fils très rapides. Un fil de... Non. Un transmetteur. Oui, Non, il y a des bon, un fil de cuivre. non, c'est pas grave, tu vois, ultra-transmisseur, c'est-à-dire c'est des fils qui sont une résistance minimale, vous comprenez ça que je veux dire? Je suis sûr que Jérôme, il doit savoir comment ça s'appelle ça. Alors, au fait, la question c'est que tout ce qui soit apprentissage, vous comprenez, va difficulter la nouvelle fonction de l'humain qui est être en lien entre les big data où les informations sont accumulées. Je me rappelle avec toi, Christian, quand on avait fait cet entretien en discussion avec Laurent Alexandre et moi-même, à un moment donné, je l'ai dit à Laurent Alexandre, mais tu te rends compte, moi, je travaille justement sur le cerveau augmenté, on diminuait. Je dis, tout ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une diminution de la puissance cérébrale, il y a une diminution de... Et alors, lui, il me répond sans aucun problème, mais bien entendu, Miguel me dit, mais les hommes,
dorénavant, apprendront à être des segments dans les réseaux de machines. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà, le roi Alexandre, il a la même qualité que Trump, dire les saloperies ouvertement. Non, parce que tu te dis, je ne sais pas si nous avons comme idéal être un segment. Voyez, mais quand je dis il y a une transformation de la maison, mais aussi de nous dans la maison, bah effectivement, c'est ça dont il s'agit. Vous comprenez, il s'agit de... Alors, je disais, il émerge cette nouvelle dimension. Alors, ces nouvelles dimensions sont des dimensions de la réalité qui sont exactement celles qui sont à la source de ce qu'on appelle les phénomènes de post-vérité. C'est-à-dire que si la photo bidouillée n'est pas une photo bidouillée, mais une nouvelle dimension de la réalité, ce que tu disais toi par rapport à Trump, de dire mais qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Effectivement, la post-vérité est ces moments dans lesquels toute l'expérience corporelle reste de côté, c'est gênant, il faut l'oublier, et c'est tout ce qui arrive à la terrasse comme information qui compte. Sauf que plusieurs choses. L'information, justement, pas pour rien, l'information, vous savez bien, l'information utilise des voies synaptiques de surface, ce qu'on appelle la mémoire de travail, par exemple. C'est-à-dire que j'apprends quelque chose le temps que ça me sert et après je l'oublie. Ultratransmetteur, ça s'appelle, je suis sûr. C'est pas grave. Ultraconducteur. Ultraconducteur, d'accord. Ultraconducteur. Alors donc, il faut quand même, pour que l'ultraconducteur fonctionne bien, pour que ces pour que ces segments fonctionnent bien, il faut quand même que ce que j'apprends, je puisse l'oublier. Que je puisse l'oublier vite fait. Alors, l'information n'imprime pas. L'information, c'est parfait, parce que l'information ne sculpte pas, n'imprime pas, et donc laisse les segments des transmisseurs libres pour que circule l'information. Bon. Alors, la question qu'on se pose, c'est de dire, bon, effectivement, si dorénavant, nous devons faire avec des nouveaux niveaux de réalité, si effectivement, dorénavant, c'est possible d'être ici et là-bas, parce que tu ne peux pas dire qu'est-ce que c'est être ici ou là-bas. Hein, dans les supraconducteurs, voilà, supraconducteurs. Alors, être ici ou là-bas, vous aménagez les dons d'ubiquité, ça, il n'y avait que Dieu, les dons d'ubiquité, être ici et là-bas. Sauf que dans la nouvelle maison, c'est quoi, moi, être ici? Vous comprenez, dans des moments dans lesquels on peut dire le cerveau d'un être humain est un ensemble d'algorithmes que je peux reproduire ailleurs. Hein, vous savez, cette histoire de comment on modélise le cerveau de Robert, non? On met un tas d'informations sur Robert, on les met sur un disque dur, et quand Robert est mort, vient quelqu'un dialoguer avec Robert. Et ce n'est pas le même Robert du jour qu'il est mort, parce qu'il est connecté, il est branché à Internet. Alors, avec la matrice, parce qu'on ne peut pas dire la subjectivité, avec la matrice de Robert, vous comprenez, les disques durs continuent à produire d'informations. Par matrice, il faut comprendre un truc très simple, c'est-à-dire, si Robert le plaisait la période bleue de Picasso, l'ordinateur, non, c'est pas qu'il va prendre de l'information comme ça, non, il va prendre l'information qu'à Robert l'intéressait, avec les points de vue de Robert. Et vous dialoguez avec ça. Bon, là, je parle du b.a.-ba. Vous imaginez que quand les transhumanistes, ils disent on peut transférer les vivants vers de nouvelles bases, etc. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que ça commence avec les cacaphones portables, n'est-ce pas? Je suis ici, je suis là-bas, mais où tu es, etc. Mais cette idée de que je suis où mon corps est, oui et non. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je suis où mon corps est. Vous voyez? C'est-à-dire, ça commence à devenir diffus. Voyez, il y a un truc de cet effet des post-vérités que bon, je ne vais pas m'appesantir beaucoup parce qu'il y a des exemples beaucoup plus intéressants que je vous raconte là, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, par exemple, ce matin sur France Info, j'entendais un truc, les trucs, vous savez, que vous cassent les pieds, que vous vendent des choses par téléphone.
ou même les centrales que vous appelez pour être renseignées, ils ont mis une intelligence artificielle qui enlève l'accent de ceux qui parlent pour... voilà. Bon, vous comprenez. Alors vous dites, c'est pas toi qui me parles. Pourquoi c'est pas moi qui parle? Vous comprenez? C'est comme si vous me disiez à moi, c'est pas toi qui me regarde parce que tu as des lunettes. Vous voyez? Parce que si c'était toi qui me regarde, ce serait comme ça et tu me verrais plus flou. Il n'y a aucune raison, vous voyez? C'est-à-dire, les mecs en Algérie qui parlent français avec un accent maghrébin très fort, avec la IA, il arrive ici avec un parisien très pointu, vous voyez? Il dit, c'est pas toi qui me parles. Et pourquoi? Vous voyez? Vous comprenez? Je donne ces exemples qui sont peut-être pas les meilleurs, mais pour dire comment cette nouvelle maison rend diffus les possibles et non possibles. Alors, la post-vérité, c'est ça. La post-vérité, c'est parce que dans un monde dans lequel, sans corps, il y a juste la circulation d'informations, eh bien, vous savez, l'information est valable les temps qui arrive la prochaine information. C'est cette déluge d'informations qui fait que finalement, on est noyé. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pensait pendant plusieurs années, un peuple informé n'est pas un peuple alerte. C'est-à-dire, aujourd'hui, les puissants de la planète savent qu'un peuple informé est un peuple écrasé. Non? Et j'ai commenté aujourd'hui, c'est-à-dire moi, c'est la seule fois qu'en tant que clinicien m'est arrivé ça, de que tous mes patients me parlent de la réalité, c'est maintenant. La seule fois que m'était arrivé avant, c'était quand c'était le 11 septembre, les tours jumelles. Je me souviens que tous mes patients parlaient des tours jumelles, sauf une tout vive, que sa mère est morte ce jour-là. Alors bon, sa mère était morte. Bon. Aujourd'hui, tous les patients, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de souffrance, mais une vraie souffrance psychique, de par le chaos, de par la menace. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans un moment dans lequel le déboussolement, il est total. Une partie de ce déboussolement est, comme jadis dans les bouquins de Bertolt Brecht sur Galilée, vous savez, il y a les petits moines qui parlent de Galilée. Et il est dit, tu as détruit la vie de mes parents. Galilée, il dit, bon, c'est pas exactement comme ça le dialogue de Bertolt Brecht, je paraphrase. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à tes parents, non? Et alors le petit moine l'explique que sa mère s'était crevée en faisant un enfant derrière l'autre pour que quelqu'un survive. Son père avait labouré la terre du matin jusqu'à la nuit. Et tout ça pourquoi? Parce qu'effectivement, était sous le regard de Dieu. Sauf qu'effectivement, si la terre était un petit caillou merdeux qui se baladait au milieu des milliards de cailloux merdeux, difficilement Dieu l'a regardé. Pourquoi regarder ces cailloux-là? Et surtout, pourquoi il aurait envoyé son fils sur ces cailloux-là? Vous voyez? Alors donc, ce qu'est en train de dire les petits moines à Galilée, c'est ton changement de paradigme écrase la vérité qui ordonnait la vie de mes parents. Eh bien, nous sommes là. Vous comprenez? Nous sommes dans un moment dans lequel il y a un tel changement de paradigme que la vérité, vous voyez, au nom de laquelle on luttait, on vivait en ordonnant notre vie, ouais, c'est ton point de vue, et c'est même pas ton point de vue définitif, parce que tu changes de point de vue, parce qu'il y a quelques imbéciles qui ne changent pas de point de vue, vous comprenez? C'est ça. Alors, c'est là l'introduction, là, pour les 3 dernières séances de séminaire de cette année, à la théorie de la situation. Parce que, effectivement, si la vérité universelle, où il faut oublier les sensations, non, les sensibles et le corps pour accéder à cette vérité, non, qui est un tout petit peu une version différente de la vérité platonicienne à la fois. C'est-à-dire, pour Platon, quand même, les corps sont les simulacres et la vérité sont les idées universelles, etc. Alors, si cette vérité universelle aujourd'hui apparaît dans sa nudité comme plutôt quelque chose qui a produit beaucoup de savoirs, beaucoup de techniques, tout ce qu'on veut,
mais à la fois elle produit aussi l'écrasement des corps, l'écrasement des situations concrètes, etc. C'est cette vérité-là, nous ne pouvons plus nous réclamer cette vérité-là. Si de l'autre côté, il y a soit le relativisme, soit l'individualisme, qui sont deux versions de la même chose, n'est-ce pas? Un, c'est un groupe, l'autre, c'est individuellement, n'est-ce pas? Chacun sa vérité, depuis son petit angle, non? Parce que si un point de vue est matériel, le subjectivisme n'est pas un point de vue, le subjectivisme est une opinion, n'est-ce pas? Chacun son opinion. Alors, effectivement, on s'est dit où on peut trouver quelque chose de l'ordre d'une sorte de terre ferme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que où est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel c'est pas pareil, les hauts, les bas, n'est-ce pas, ici ou là-bas. C'est là où l'hypothèse qu'on a avec Bastien, avec Ariel, avec les gens du collectif, c'est que nous travaillons, c'est l'idée que la situation, non, une certaine théorie de la situation, que ça n'a pas à voir avec le situationnisme français, n'est-ce pas, c'est-à-dire savoir plutôt avec ce que Merleau-Ponty va présenter comme situation, ou quelqu'un comme Michel Henry, n'est-ce pas? Eh bien, la situation, nous la comprenons comme condition d'existence, ce qui existe par et dans la situation, non? Et nous disons, eh bien, la première situation, c'est comme le dit Merleau dans la phénoménologie de la perception, non? Eh bien, il va dire, notre première situation, c'est notre corps. Vous comprenez? Il va dire, mon corps, c'est ma première situation. Alors, c'est là où nous, avec Bastien, depuis longtemps, quand on a sorti la singularité du vivant, non? Nous, on disait, toute une préoccupation que j'ai travaillée depuis des années par rapport à organismes et artefacts, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme j'ai travaillé beaucoup dans toutes les questions de la robotique, les nanos, n'est-ce pas, très proche de Varela, etc. À un moment donné, j'ai eu le besoin de dire, bon, mais organisme et artefact, est-ce qu'il correspond à des réalités diverses, non? Parce que vous savez que depuis quelque temps, il y avait un nouvel mécanicisme cartésien qui dit les mondes mécaniques, non? C'est un tout petit peu Jean-Pierre Changeux qui dit, bon voilà, on peut abolir la frontière entre le mental et le neural fonctionne comme des algorithmes, etc. Alors à un moment donné, j'ai eu le besoin de dire, est-ce que les vivants ont une singularité? Vous savez quand même que dans les milieux de la recherche, la doxa, disons les dogmes, je sais pas, la position, l'hypothèse dominante est qu'entre l'artefact et le vivant, il y a une différence qualitative et pas quantitative, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà. Non, c'est... L'inverse, non? Quelle différence, c'est simplement quantitatif, pardon, quantitatif et non qualitatif. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la différence est simplement des quantités. C'est-à-dire que nous fonctionnons, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, n'est-ce pas? Et la différence entre mon cerveau et l'ordinateur, elle est quantitative. Il n'y a pas une différence qualitative. Alors, je me suis mis à travailler en disant, non, essayons de voir si est-ce que nous pouvons définir quelques éléments pour dire qu'il y a une différence qualitative. C'est pour ça que le bouquin, on l'appelait la singularité du vivant. Dans ces bouquins-là, que je ne vais pas développer là maintenant, n'est-ce pas? Dans ces bouquins-là, ce que nous mettions, c'était que l'existence même, ce qu'on appelle l'existence, dépend du vivant. C'est-à-dire que, non pas qu'avant que la vie apparaisse sur Terre, il n'y avait rien. Simplement, ce n'est que... Là, même celles qui connaissent Kant peuvent... il y a quand même une approximation, quand même... après, on se séparera, mais à ce moment-là, il y a comme une sorte d'approximation à Kant dans la critique de la raison pure, effectivement. C'est-à-dire que nous pouvons toujours dire qu'il y a une sorte d'en soi prévu, mais par ça, tout ce que vous voyez, cet en soi nouménal, c'est une sorte d'hypothèse pratique. C'est évident qu'il y a quelque chose qui précède au vivant. Sauf que tout ce qui précède au vivant ne passe à l'existence que par et à travers les vivants. Ça veut dire quoi passer à l'existence? Passer à l'existence, ça signifie qu'il y ait des formes, des découpages, vous comprenez? Sinon, pour cet
en soi nouménal, non? Nous dirions, on peut imaginer qu'effectivement c'est un réel résistant, comme on l'appelle, n'est-ce pas? Parfois en philosophie on appelle ça un réel résistant. Il y a quelque chose qui résiste, non? Mais pour qu'il existe des pierres, des vaches, des montagnes, n'est-ce pas? Eh bien, pour qu'il existe quelque chose avec des individuations et des découpages, pour qu'il existe des mécanismes d'individuation, effectivement, nous ne sommes pas en train de dire, maintenant que j'ai vu le pape, peut-être que j'ai des vérités révélées, mais non. Je ne suis pas en train de dire une vérité révélée, je dis que ce sont nos hypothèses lourdes, n'est-ce pas? Nous disons, pour qu'il y ait individuation, l'individuation est, pour dire comme ça, biodépendante. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a un agir du vivant que, voilà, que les choses passent à ce que nous appelons phénoménalement l'existence. C'est compréhensible, ça, n'est-ce pas? Alors, effectivement, on dit, bon, je t'apporte une pierre, je me souviens, bon, voilà, Jean Mallory, donc j'ai eu la chance de connaître, Jean Mallory m'a bluffé parce qu'une fois, on était en train de parler dans un hôtel parisien, comme ça, dans la cour, et il prend un caillou de par terre, et il fait les trucs pléromatiques, non, le plérome. Il y a un caillou, et il me décrit les mondes d'où venaient ces cailloux, non? C'est-à-dire tout à coup l'hôtel parisien, tout disparaissait, donc le monde apparaissait cailloux. Alors, effectivement, le monde qu'il m'a décrit est un monde prévu dans une datation linéaire, non? Alors, tu dis, ben, comment? Alors ces cailloux existaient avant la vie? Non, c'est compliqué peut-être, c'est contre-intuitif, disons, pas compliqué, c'est contre-intuitif, mais ces cailloux, en tant que cailloux, tout quantiennement, n'existent qu'une fois que pour nous, nous pouvons l'isoler, les découper comme cailloux. Vous comprenez? Et alors, cette capacité de découper du vivant, et c'est là notre plancher, c'est pas un plancher métaphysique, c'est un plancher à partir de là, comme dirait l'autre, les phénomènes sont derrière les phénomènes, rien, ils sont leur propre loi, n'est-ce pas? Goethe, non? Et alors, effectivement, nous disons, le vivant découpe et donne existence, dans un certain sens. Par donne existence, je répète, il ne faut pas prendre ça comme un Dieu qui crée, n'est-ce pas? Découpe parce que le vivant est composé d'individus finis et d'espèces qui finissent aussi. Vous comprenez? Parce que le vivant, il est constitué comme limité, parce que le vivant, il est constitué par des corps, comme je définissais avant. Le corps va émerger à un niveau de la perception, dans laquelle il y a un soi et non-soi. Vous comprenez? Parce qu'il y a du vivant, il y a de l'individuation. Vous comprenez? C'est notre hypothèse centrale. Nous disons, c'est le vivant qui est condition de l'existence d'un monde. Mais je répète, on n'est pas en train de dire que c'est les vivants, et là je dis les vivants, surtout pas l'humain, hein, les vivants. Alors, on n'est pas en train de dire que les vivants occupent la place de Dieu qui a fait les Big Bang, vous comprenez? On est en train de dire que tous ces X, je ne sais pas comment appeler, tous ces processus, tous ces trucs, n'est-ce pas, que certainement, sous un certain mode, entre guillemets, existent, c'est gênant d'utiliser le même mot, vous voyez, mais toutes ces choses-là, eh bien, n'existent que sous condition du vivant. En prenant l'existence comme cette réalité dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Alors, c'est comme on dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire la réalité et l'oubli de la maille. Vous voyez? L'oubli de la maille, c'est-à-dire qu'on vit, non, on vit, mais on sait bien que cette vie-là, tout ce qui nous paraît comme très définitive et très individualisé, très concret, est comme ça, mais à la fois, vous voyez, la maille des productions au-dessous dit, oui, c'est comme ça, sauf que, non, vous comprenez? C'est comme ça, sauf que ce n'est pas comme ça substantiellement. Vous comprenez? On dit avec des mots, je sais pas, je cherche des parallèles pour dire, n'est-ce pas? On dit avec des mots
spinoziste, on dirait, bah oui, les modes existent, mais les modes, c'est la forme de passage à l'existence de la substance. Vous comprenez? On n'a jamais rapport avec la substance. Hein? La substance ne se manifeste, non? Ne s'exprime que par ses modes et ses accidents. Bon, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, nous revenons à la question de la situation par rapport au déboussolement. Nous, on dit, bah, effectivement, pour les vivants en situation, eh bien, pas tout est pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire que les premiers pas que nous allons faire vers la théorie de la situation, c'est que la situation est un ensemble organique, auto-organisé, hein, avec toutes les conditions qu'on connaît un tout petit peu, les quelques 4 ou 5 axes propres du vivant, que c'est le vivant est dans une stabilité sous condition de s'éloigner de l'équilibre thermodynamique. Non, c'est une stabilité métastable, non, le vivant, hein, dans un changement permanent. Ces changements permanents, on va revenir un peu parce que c'est un changement permanent dans lequel l'identité, la mémété du vivant est sous prix du changement permanent. N'est-ce pas? Bien. Alors, c'est l'éloignement de l'équilibre thermodynamique, c'est l'autopoiesis, c'est-à-dire cette auto-organisation, hein, c'est la capacité d'apprendre, c'est la capacité de se reproduire. Ce sont 4 5 axes que nous pourrons dire, c'est les propres d'un organisme vivant. Hein. Alors, pour nous, effectivement, à partir du moment qu'il y a la grande crise auquel nous faisons référence, nous pouvons dire qu'il y a 2 voies qui s'ouvrent. Il y a une bifurcation à partir de la grande crise de l'Occident. D'un côté, ce qui est dominante, celle qui va à proposer à la place du paradigme moderne, à la place des modèles humains de la modernité, va proposer les modèles du pur fonctionnement. C'est-à-dire, c'est l'homme modulaire, l'homme des agrégats, l'homme ou l'animal, quoi que ce soit, qui est défini par des modules ou des compétences. Ces modèles-là sont les modèles dans lesquels il n'y a pas d'altérité. C'est le modèle dans lequel on passe de la norme au fonctionnement. Dans la modernité, vous savez, c'est-à-dire l'homme ou la femme normale, c'est caractérisé par son, entre guillemets, inexistence, parce que la normalité se définit dans la modernité seulement par exclusion de ceux qui ne sont pas causa sui. C'est-à-dire que ça c'est très important dans la modernité parce que c'est qui on peut imputer, qui on peut juger, hein, qui est imputable devant la loi. Vous savez que dans d'autres cultures, ou d'autres ontologies, comme dirait Escola, on jugeait les montagnes, on jugeait les chiens, on crucifiait des loups à l'entrée des villages pour dire aux autres loups attention ici, n'est-ce pas? À partir de l'émergence de la modernité, le seul imputable, c'est l'homme causa sui, c'est-à-dire l'homme qui apparaît comme non surdéterminé. C'est lui que Descartes va décrire, non, dans cette sorte d'épuisement. Descartes va dire c'est l'homme ni trop vieux ni trop jeune, l'homme pas endormi, l'homme pas sous, l'homme pas fou, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais alors la normalité est définie par ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais dans la modernité, il n'y a pas un homme normal. Il y a simplement ne pas être anormal. Et c'est pourquoi Rodolphe Couch, il va dire que le monde occidental est un monde qui ressemble à une salle d'attente. Hein, parce que c'est toujours demain. C'est toujours demain. L'incomplétude de l'homme moderne est permanente. Même effectivement, bon, toute cette psychanalyse basée sur que dit le désir est un désir qui naît du manque, n'est-ce pas? C'est un manque impossible à combler. Vous voyez, avec Lacan qui va définir l'objet du désir comme objet métonymique, il va dire Lacan. C'est-à-dire que
mon désir investit cette montre, mais de façon métonymique, n'est-ce pas tangentielle. Vous savez, métonymique dans le sens, vous savez que c'est métonymique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je dis, je vois une voile à l'horizon, mais bon, en général, au-dessus, il y a un bateau, n'est-ce pas? Alors, métonymique, ça veut dire, bon voilà, je prends une partie simplement pour ce tout-là, mais donc c'est pas du tout dont il s'agit. Alors, ce qu'il va dire Lacan, c'est le désir, il est métonymique. Non? Il va dire, je désire ça, mais finalement, ce n'est jamais ça. C'est pour ça l'homme de l'Occident est l'homme qui est dans la frustration permanente, dans la salle d'attente permanente. C'est-à-dire, c'est toujours demain. La complétude, c'est toujours pour demain. Et finalement, il arrive, ce brave Heidegger, il met le couvercle sur la marmite et il dit, bon, finalement, c'est la mort, voilà. Et voilà. Au moins, maintenant, on sait. N'est-ce pas? La complétude, c'est la mort. Bon, voilà. Alors, effectivement, cet homme, comme ça, que c'est toujours pour demain, ce désir métonymique, cette incomplétude-là, eh bien, c'est un homme pour lequel la norme est toujours une exigence disciplinaire, surmoïque, qui te flique en permanence, non? C'est-à-dire, c'est les psychiatres que la seule peur, c'est quand est-ce que je vais passer de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est les flics, bon, etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la hypermodernité, comme on appelle Foucault, notre époque, la postmodernité, ou l'ère de la complexité, comme on veut, c'est fini ça. Non? Et nous avons un modèle de normalité. Vous voyez? Et ça, c'est un changement radical. Vous voyez? C'est-à-dire que tout à coup, nous avons un modèle de normalité. Par exemple, dans la psychanalyse, il y a un article très connu de Freud qui s'appelle « Analyse finie, analyse infinie », n'est-ce pas, dans lequel apparaît cette préoccupation, qui veut dire, après que tu as passé 10 ans en train de filer des frics à ton psychanalyste, c'était quoi l'objectif? C'est quand que tu arrives? En fait, tu n'y arrives jamais, n'est-ce pas? Alors, en tant que là, non. Là, dans notre changement de maison, hein, et dans notre changement de soi-même, eh bien, il y a un modèle de normalité, mais un modèle de normalité qui, contrairement à la modernité, qui se définissait par asymétrie avec l'autre, n'est-ce pas? Avec la normale, eh bien, il n'a aucune altérité. C'est le modèle fonctionnant. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce que je peux savoir, si je fonctionne bien ou si je fonctionne mal. Dans ce fonctionnement de la hypermodernité, effectivement, les modèles artefactuels, c'est l'artefact. C'est-à-dire, l'artefact fonctionne bien, fonctionne mal, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, il y a toute négativité est disparue. Vous voyez, c'est-à-dire que dans cet ensemble-là, il y a des défaillances. La faille qui inclut la négativité, n'est-ce pas? La faille qui fait notre subjectivité, qui fait que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Vous voyez? Elle va disparaître. Il y a des étapes de disparition de cette faille. On peut dire que c'est la différence entre la chimie et l'alchimie, par exemple. Non? Dans l'alchimie, vous savez, la définition des affinités électives, c'était une définition qui expliquait pourquoi les particules s'attiraient, non, ou se répellaient. Non? Pourquoi? Parce qu'ils se désiraient. Vous voyez, c'est-à-dire c'était un pourquoi. Non? Quand on passe de l'alchimie à la chimie, on oublie le pourquoi et on mathématise, on peut mathématiser les comment se passent les choses. Donc il y a un niveau de déterritorialisation. Vous comprenez, un niveau de déterritorialisation parce qu'effectivement, ce qui reste du côté de l'intuition va disparaître. Dans les mondes de fonctionnement, on fait un pas supplémentaire dans lequel on dit ça fonctionne bien, ça fonctionne mal, mais alors absolument désubstantialiser. Vous voyez, c'est la virtualité absolue. Ça fonctionne bien ou ça fonctionne mal par rapport à des modèles mathématiques qui permettent de dire qu'est-ce qui est un bon fonctionnement, un mauvais fonctionnement. Alors, c'est là où, par exemple, dans la psychiatrie, dans la psychothérapie, va apparaître toute la thérapie cognitiviste, par exemple, qui parle des biais cognitifs. Vous connaissez ce qu'on appelle le cerveau bayésien,
non, qui est Baye, c'était ce philosophe de 1700 et quelques, un enfant de 1700, qui va créer un modèle de cerveau. Il va dire le cerveau travaille en émettant des hypothèses probabilistes, non, jusqu'à s'ajuster. Mais s'ajuster avec quoi? Vous comprenez? Il y a un réalisme au milieu. Parce que si mon cerveau doit s'ajuster à quelque chose, c'est parce qu'il y a une réalité extérieure que je peux percevoir bien ou avoir un biais cognitif. Eh bien, le bon fonctionnement prend absolument ces modèles. Vous voyez, c'est-à-dire, vous savez, on parle, par exemple, tous les jours, on entend à la radio parler de mon cerveau se trompe par rapport à cette information. Quand j'ai les dons de sucre, mon cerveau peut conclure que, vous voyez, le cerveau, on entend tout le temps parler de ça, on entend parler le cerveau, et ce cerveau-là est un cerveau qui va processer des informations au-delà de toute intentionnalité. Non, au-delà de toute intentionnalité. Eh bien, dans les mondes de la hypermodernité, effectivement, la question c'est jusqu'à quel point je fonctionne bien ou je fonctionne mal par rapport à une réalité extérieure à moi, qui est la réalité du monde macroéconomique, la réalité du monde je sais pas, oui, de la grande entreprise, de la efficacité, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est le monde des coachs. Hein? Le coach est quelqu'un qui... vous voyez, c'est-à-dire que si les problèmes pour les psychanalystes, ça devrait être de dire, il arrive ton patient, te dit, bon, je me drogue, je fais telle connerie, je n'arrête pas de faire telle connerie. En principe, les problèmes de l'analyste, en principe, étaient de dire, mais je n'ai aucune idée pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas si tu dois arrêter de te droguer, tu ne dois pas arrêter de te droguer. Je n'ai aucune idée. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, à quoi ça correspond. Pour le monde du fonctionnement, bah ça dysfonctionne. C'est-à-dire, c'est même une sorte de réalisme très naïf. Hein. Nous, on a eu affaire avec un gars qui préparait un doctorat en philosophie de l'économie et travaillait sur les hypothèses très connues de que chaque agent économique suit son intérêt. Vous voyez? C'est quelque chose, c'est une connerie métaphysique, mais qui est très courante, n'est-ce pas? Sauf qu'effectivement, le problème, c'est qu'un agent économique suive son intérêt veut dire qu'un être humain possède un intérêt univoque et qu'il pourrait le connaître ou se tromper. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui constitue la complexité de l'existence d'un être humain, hein, dans lequel on n'en sait rien pourquoi on répète, on n'en sait rien pourquoi on se trompe, on n'en sait rien pourquoi les affinités électives sont là ou pas, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça disparaît, non? Et effectivement, le bon fonctionnement, la norme, on dirait la normopathie, non? Et tout à coup, savoir où sont tes intérêts et tes intérêts coïncident avec un bon fonctionnement. Mais qui définit ces intérêts? Pour ceux qui suivent le séminaire depuis il y a 4 ans, ou 3 ou 4 ans, on avait beaucoup étudié la question de la technoscience. Le passage de la science aux technosciences, c'est-à-dire ce passage au moment effectivement d'une science qui se pose la question de la quiddité, du pourquoi, à une technoscience où la question n'est plus pourquoi mais comment. C'est-à-dire ce passage au moment où la théorie ne cherche plus à fournir des principes fondamentaux, mais cherche à fournir des modèles opératoires. Donc là, vous avez beaucoup de philosophes qui ont pensé ça, hein, Gilbert Ottois, Olivier Klein, Bernadette Vincent Baudouet aussi, je crois, qui a beaucoup étudié ce passage d'une science de la quiddité à une science de l'opérationnalisme, à la production d'un savoir opérationnel, où effectivement l'intérêt est le fonctionnement. Alors, dans cette l'IA, c'est exactement ça, parce que personne ne sait dire Complètement. pourquoi les modèles marchent, enfin marchent entre guillemets, mais, bien sûr, complètement. Ouais. mais ils sont opérationnels d'une certaine Ouais, façon. complètement. Et on voit aussi au niveau des enfants, il faut faire des enfants qui fonctionnent. Bien sûr. Pas bien des sûr. enfants qui sont, mais des enfants qui fonctionnent. Bien sûr, bien sûr. Il y a, comme ça, moi je pense que ce qui est incroyable, c'est que dans les termes de même pas une génération, non, on a accompli ces passages d'un monde à l'autre, d'un mode d'existence à l'autre, sans s'apercevoir.
Ouais, on ne s'est pas aperçu qu'il y a quelque chose qui a tout à fait changé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'évaluation de l'enfant en termes de fonctionnement, le vidage de l'enfant comme objectif, cette équivalence machine, corps, cerveau, etc., eh bien, c'est quand même incroyable comment nous... On a, pourtant, vous savez bien que quand on déménage, on se rend compte qu'on a déménagé. Eh bien, là, on a opéré un changement radical, non, dans lequel on est dans une sorte de fascination pour le possible de la machine. On n'arrête pas de se coller au possible de la machine, hein, c'est-à-dire on n'arrête pas de se hybrider, de devenir cyborg par rapport à la machine. Et d'autre part, effectivement, c'est très compréhensible que dans un monde chargé de menaces, on veuille fonctionner parce que le fonctionnement est anxiolytique. Hein. Et c'est la machine cerveau. C'est la machine cerveau. Machine cerveau, puisqu'on ne parle plus de bébé, on parle de cerveau des bébés. Bien sûr, quand on dit le cerveau du bébé, absolument. Tu ne parles plus des bébés, tu parles du cerveau absolument, des bébés. absolument. C'est-à-dire que les pédopsychiatres cognitivistes, ils te parlent du cerveau du bébé. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cerveau du bébé... La Banque mondiale aussi va investir sur le cerveau des bébés. Bien sûr, qu'est-ce que le cerveau du bébé comprend, qu'est-ce que le cerveau du bébé ne comprend pas, non? À vrai dire, le cerveau ne comprend rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces cerveaux-là dont on parle ne comprend rien, parce que ces cerveaux-là, il est pensé sous le modèle absolument de la machine. Alors, hier, justement, quelqu'un qui était dans cette réunion-là d'Angélique, là, Gilles, cinéaste, il disait... C'est terrible parce que la machine n'est pas empathique, mais nous sommes empathiques, le rapport avec la machine. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. En réalité, la machine a un pouvoir performatif, n'est-ce pas, du vivant, de la culture, qu'en réalité, le problème, ce n'est pas tellement que, vous voyez, petit à petit, on va se rendre compte que finalement, cette machine d'intelligence artificielle, lui manquait l'empathie. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus on est colonisé par la machine, plus on perd, nous, la capacité empathique. Vous comprenez? C'est ça aussi, cette transformation. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pourquoi la fameuse hypercompatibilité des enfants avec les machines, qu'on est tous émerveillés parce que comment ils pigent, c'est très préoccupant parce que ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de simplification de la complexité de l'architecture cérébrale et du vivant et culturel, que ce n'est pas tant que les performances de la machine soient extraordinaires, c'est qu'avec son pouvoir performatif, est en train de nous modifier petit à petit, de nous amplifier. Regardez ce qui se passe. Un bon exemple, c'est le langage. Hein? C'est-à-dire les langages. On n'arrête pas de parler du langage artificiel de la machine. Vous savez comment, grosso modo, même si vous n'êtes pas des techniciens, moi non plus, on sait très bien comment fonctionnent les différents niveaux d'apprentissage profond de la machine, n'est-ce pas? Dans lesquels sont des différents niveaux de production de corrélations par densité statistique. Non, c'est-à-dire ce qu'il y a une plus grosse densité statistique, c'est qui match. Non, c'est le fameux exemple. Si tu dis le ciel vert, ça ne matche pas. Si tu dis le ciel bleu, ça match. N'est-ce pas? Et alors donc, on cherche, on donne un poids plus grand quand la machine, c'est ça l'entraînement de la machine, hein, quand la machine répond ciel bleu, on va donner un poids plus fort. Donc la corrélation va aller dans ce sens-là. Non? Alors, à vrai dire, dans les étages plus basses, il n'y a même pas des mots. Il y a des parties des mots qui statistiquement vont commencer à se corréler pour former de façon probabilistique des phrases et pour former de façon probabilistique des textes. Or, ces fonctionnements bottom-up de la machine, ça n'a rien à voir avec les langages. Vous comprenez? Les langages pourrait au mieux être défini comme cet rapport au monde qui jamais nous permet de dire ce qu'on voulait dire. Vous voyez? C'est-à-dire, les langages se caractérisent justement, plus le langage
est raffiné, plus le langage est littéraire, plus il transmet, eh bien, le langage transmet le plus quand d'une façon claire te fait sentir ce qu'il ne peut pas dire. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour le langage, le noyau vivant du langage, c'est ce que Chomsky appelle cette pensée pralinguistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les niveaux les plus sophistiqués du langage, c'est quand vraiment tu lis des pages de littérature où l'auteur a réussi les forçages de faire sentir ce que le langage ne peut pas dire. Or, dans les codes informatiques, tout est là. Vous comprenez? Tout est là parce que, effectivement, la machine ne peut rien comprendre parce que la compréhension implique un corps vivant qui ressent. On s'amusait à faire, avec Bastien, on demande à ChatGPT, est-ce que tu peux mentir? N'est-ce pas? Et alors, ChatGPT, effectivement, par corrélation, non, dit, cette machine, non, par corrélation, arrive à produire un énoncé dans lequel il dit, non, cette machine ne peut pas mentir. Tu comprends? Cette machine ne peut pas mentir. Et qu'est-ce que tu sens quand tu écris ou quand tu abordes des sujets très durs? Non, je ne peux pas sentir, vous comprenez? Les talons d'Achille de l'AIA, c'est ça. Les talons d'Achille de l'AIA, c'est que tout ce qui permet de délimiter un périmètre où il est clair que l'AIA ne comprend rien parce qu'elle n'a pas de corps. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la compréhension est barrée. Alors, effectivement, nous disons, cette nouvelle maison, dans cette nouvelle maison, on revient, on dit, mais alors, quelle est aujourd'hui, au milieu de cette postmodernité, au milieu de cette perte de sens, au milieu de cette colonisation machinique, quelle est cette terre ferme? Eh bien, nous, on dit, c'est les corps vivants. Les corps vivants. N'est-ce pas? Les corps vivants qui, parce qu'est vivant, eh bien, parce qu'est vivant, pas tout est pareil. Vous comprenez? Parce qu'est vivant, ils peuvent connaître et parce qu'ils peuvent sentir, eh bien, pas tout est possible, pas tout est pareil. Quand je disais les niveaux de la perception, les niveaux de la perception, c'est les niveaux de l'intuition, par exemple, n'est-ce pas? L'intuition. Alors, comment agit l'intuition? Vous savez, c'est-à-dire, quand nous arrivons à produire un énoncé correct, c'est quoi un énoncé correct? Un énoncé correct, c'est un énoncé que tout à coup vient s'accoupler, non, s'agencer avec une sensation très forte. Vous voyez? C'est quand un énoncé devient puissant. Un énoncé devient puissant quand tout à coup cet énoncé-là, vous voyez, c'est quand les gens disent « Ah, j'ai senti ça, je savais ça ». Et l'énoncé, ce qui vient, c'est potentialiser, vous comprenez, va potentialiser un vécu. Un vécu. Hein? Alors, effectivement, ce que nous disons, c'est cet niveau décolonisant, de revenir à cette possibilité d'une unité, une unité dans laquelle, effectivement, tout ce que je connais sans que soit conscient et que peut s'articuler avec des énoncés ou pas, eh bien, effectivement, c'est ça que nous allons nommer situation. Une situation, ce sont deux corps situés, agencés avec des corps, n'est-ce pas? Et qu'entre eux, partagent cette capacité aperceptive. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais juste avancer 2 points par rapport à cette capacité perceptive. C'est-à-dire, au fait, c'est que notre hypothèse, c'est que nous avons développé avec Bastien dans les nouvelles figures de l'agir. On se rend compte que pas seulement les organismes construisent en soi et en non-soi des connaissances individuellement, mais comme il l'écrit Spinoza, les organismes, non, articulés produisent
un nouvel organisme, un nouvel individu. Le mot qu'utilise Spinoza, dans la traduction française, c'est individu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des organismes agencés entre eux produisent un nouvel organisme. Une situation se caractérise par ce tissage puissant entre organismes situés en permanente autoproduction. N'est-ce pas? Alors, avec Bastien, nous avons développé quelque chose que chez Simondon existe, ce n'est pas exactement la même idée, mais bon, on reviendra la prochaine fois. On dit, au fait, ce qui va émerger dans une situation, c'est une unité intensive, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée par l'extensive, elle est donnée par la force intensive organique, qui fait émerger une sorte de surface aperceptive commune. C'est-à-dire qu'une situation est un agencement dans lequel va émerger un fonctionnement organique, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a, si on dit que la aperception est le niveau d'un soi et non-soi, une situation, nous définissons une situation comme l'émergence d'une dynamique aperceptive commune qui fait que, du coup, ce qu'un des organismes pourra élaborer, comprendre, pourra aussi être transmis à l'autre sur une forme différente. Vous comprenez? On peut dire, dans une situation, mettons une situation dans laquelle sont agencés un paysage végétal, minéral, des humains, des animaux, n'est-ce pas? Si à un moment donné émerge cette fonctionnement, parce que c'est pas parce qu'il y a des éléments qui forment une situation, ça c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'émerge une situation? Qu'est-ce qui fait que tout à coup il y ait une individuation qui va réordonner ces éléments à partir d'une unité, non? Bon, quand émerge cette unité, qu'on verra la prochaine fois, quand émerge cette unité, cet organisme, justement c'est ce qu'il dit Nashida, il appelle ça, c'est ça les Basho, n'est-ce pas, cet organisme. Cet organisme unifié aperçoit quelque chose de commun. Mais cette aperception, elle est distributive, c'est-à-dire qu'après, chacun des organismes qui composent cette unité va élaborer ça d'après son propre corps. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour le dire d'une façon, j'espère, plus simple, si nous disons qu'un corps humain est constitué à 90% des bactéries, non? On peut dire que quelque chose qui arrive à ces corps-là, mettons quelque chose de massif, non? Un coup de chaleur massif. Eh bien, ces coups de chaleur massive sera une perturbation qui arrive à une surface aperceptive commune. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça sera cet ensemble qui va apercevoir ça. Simplement, après cette aperception commune, sera distributive. Après, chaque élément qui constitue fera, d'après sa constitution, d'après sa structure corporelle. D'accord? Bon, c'est un tout petit peu compliqué ça comme pour les lancer juste maintenant. Le pastoralisme est un exemple de ça. Pardon? Le pastoralisme, dans la coévolution avec le chien. C'est-à-dire qu'il y a la construction d'une surface aperceptive commune. C'est bien sûr, bien sûr. C'est l'exemple du berger. Quoi. Berger, oui, voilà. Tout à fait. L'exemple du berger est un exemple très clair des surfaces aperceptives communes. Hein, c'est-à-dire, il y a l'exemple du berger en positif et le tsunami en négatif pour ça. Mais bon, disons que l'exemple du berger, c'est les cris du loup, un tonnerre, je ne sais pas quoi, provoquera une sorte de vague commune dans lesquelles peut-être telle bête ou même telle plante, vous voyez, c'est-à-dire ne produit pas l'image du tonnerre, n'est-ce pas, ou du cri du loup. Mais il y a une interaction commune qui fait qu'après chacun produit son image, mais la perception est commune. Bon, l'exemple terrible, c'est le tsunami. Quand il y a eu le fameux tsunami, non, en Indonésie. Indonésie, c'était, non? Oui. Oui.
que, effectivement, sauf l'animal humain qui était séparé de l'ensemble, n'a pas bénéficié de la perception commune. Vous voyez? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de, je sais pas, de vibration aperceptive commune dans lesquelles il y avait quelque chose de très vague. Vous voyez? La perturbation, cette perturbation. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas une information, vous comprenez? C'est pas une information, c'est une perturbation énorme. Cette perturbation va provoquer dans chaque organisme une réaction différente. Mais simplement, comme cet ensemble d'organismes constitue une sorte de corps commun, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'information là, oui, qui arrive pour chacun qui ne pouvait pas chacun bénéficier tout seul. C'est ça l'idée des surfaces perceptives communes. Vous comprenez? Chacun tout seul ne pouvait pas arriver à comprendre quelque chose qui les permettait d'en agir. Par contre, c'est cette surface agencée perceptive commune qui permet que tous les éléments, tous ceux qui font part de la chose, peuvent, en accès, comme dirait Varela, peuvent produire une compréhension du phénomène qui les permet d'en agir. Et les seuls qui n'ont pas pu comprendre, c'est les hommes. Vous voyez? Les hommes, ils attendaient quoi? Ils attendaient l'information. Bon, il y a plein d'exemples terribles comme ça. Pour finir, juste l'exemple en Italie, absolument, de l'Aquila. Aquila, quand tu as eu les grands tremblements de terre à l'Aquila, c'était un exemple tragique. Moi, je connais quelqu'un qui était là à l'Aquila, le mec qui avait le journal local. Non, tous les paysans, les moutons, les chiens, tous étaient dans un état d'alerte. Non, et lui recevait des informations de Rome. Et lui, il dit, d'après les trucs d'études sismologiques de Rome, il n'y aura pas de tremblement de terre. Non, et c'est terrible parce qu'il y a un film documentaire dans lequel les mecs face à caméra, il dit, j'ai publié dans le journal local qu'il n'y aurait pas des tremblements de terre. Ses enfants. Ouais. Ses enfants, effectivement, ils disaient, papa, il va y avoir un tremblement de terre, parce que les paysans analphabètes le disaient, parce que les chiens bougeaient comme ça, parce que les moutons bougeaient comme ça. Et les mecs face caméra, il dit, j'ai dit à mes enfants, il n'y aura pas de tremblement de terre, ils sont morts. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est cette dislocation, vous voyez, c'est cette dislocation d'avec notre propre corps, parce qu'effectivement, même les corps du journaliste en question, les corps connaissaient quelque chose que sa conscience ne pouvait pas connaître. Et dit d'une façon neurophysiologique, l'amygdale, que vous savez, c'est le centre des affections sous-corticales, c'est le noyau sous-cortical qui s'occupe des affects, on dit, l'amygdale connaît des raisons que la raison ne connaît pas.